Bien, bonjour à tous et toutes. Bienvenue dans ce webinaire L'inclusion numérique dans les quartiers, avec une question qu'on s'est posée, quelle stratégie à mettre en œuvre avec les contrats de ville? Un webinaire que l'on réalise l'IREV et les assembleurs. On vous présentera nos structures tout à l'heure. On s'est dit que c'était le bon moment, que ce soit au niveau du début de l'année pour vous donner des nouvelles pistes de travail pour 2024, mais aussi dans la perspective des nouveaux contrats de ville, de vous apporter quelques éléments synthétiques sur l'inclusion numérique, un sujet souvent abordé, mais dont on manque parfois de repères. Donc là, ce webinaire, il doit vous donner quelques outils, quelques données pour voilà, pouvoir situer les QPV, la problématique des QPV dans cette inclusion numérique. Et ce travail a été réalisé dans le partenariat des assembleurs avec l'IREV et c'est un vrai plaisir de travailler avec les assembleurs. Donc on en rediscutera tout à l'heure. En tout cas, merci à vous pour votre participation. Donc je l'ai dit en introduction, mais je le répète, on a prévu un webinaire sur un temps assez court, 1h15 de présentation, suivi de quelques dizaines de minutes, 10-15 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à passer par le chat pour poser vos questions si nécessaire. Posez également des ressources qui vous semblent intéressantes pour inspirer les autres personnes ou des réflexions sur votre expérience professionnelle en la matière. Ce webinaire donc d'1h30, il a vocation à ouvrir un petit peu les pistes de réflexion sur la question de l'inclusion numérique en général et comment elle atterrit dans les quartiers, et également d'essayer de savoir comment on peut travailler son contrat de ville pour faire correspondre les priorités du futur contrat de ville et cette problématique de l'inclusion numérique qui peut revenir en dehors des QPV. Et du coup, il y a tout un enjeu de savoir comment on arrive à bien créer des synergies entre les dynamiques du contrat de ville et les dynamiques des feuilles de route inclusion numérique sur son territoire. Alors, pour l'animation de ce webinaire, nous sommes trois. Je vais laisser mes collègues des assembleurs se présenter pour démarrer. Allez-y, François-Xavier, Alexandre, je vous laisse vous présenter. Merci Pierre-Edouard, bonjour à toutes et à tous. François-Xavier Ricard, donc, je suis ingénieur territorial chez les assembleurs. J'accompagne les collectivités, donc intercommunalités, départements et régions, à mettre en place des initiatives d'inclusion numérique dans la région des Hauts-de-France. Bonjour à tous et à toutes aussi. Donc, Alexandre Bualet. J'occupe deux casquettes. La première, comme François-Xavier vient d'expliquer, l'accompagnement des collectivités territoriales sur leur stratégie d'inclusion numérique. Et l'autre casquette est plutôt liée à notre forme juridique. On est une société coopérative, donc je m'occupe un petit peu du développement autour de son animation. Merci. Et donc, de mon côté, Pierre-Edouard Martin, je suis directeur adjoint de l'IREV. L'IREV, on est le centre de ressources politiques de la ville. Je vous le présenterai juste après. Dernière petite chose sur les instructions, nous enregistrons la séance pour pouvoir réaliser un replay pour les personnes qui n'auraient pas pu venir. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, vous pouvez couper la caméra. Si vous souhaitez apparaître sur les replays de notre chaîne YouTube, vous pouvez rester caméra ouverte. Pour le déroulé de ce webinaire, on vous a prévu un programme, donc je vous disais, assez dense. On va essayer de tenir le timing. François-Xavier, je te laisse présenter le programme. Bien sûr, donc l'objectif, comme l'a expliqué Pierre-Edouard en amont, c'est vraiment de vous faire une revue du contrat de ville et comment celui-ci en fait peut s'intégrer aux enjeux d'inclusion numérique. On verra que c'est fortement lié. Donc, dans un premier temps, il y aura une présentation de la part de l'IREF de la structure. Les assembleurs emboîteront le pas aussi. Et on se posera la question aussi sur quelle grille de lecture avoir justement sur quartier prioritaire politique de la ville et inclusion numérique. Ça sera mon collègue Tristan Lomel qui le fera. Et ensuite, on s'était dit que ça pouvait être intéressant pour vous donner des billes, justement, d'avoir des témoignages de personnes qui sont déjà intervenues justement dans du contrat de ville ou des potentiels aussi porteurs de projets qui peuvent vous apporter en fait des solutions en direct de médiation numérique à l'intérieur d'un contrat de ville. Donc, dans un premier temps, il y aura un témoignage de Nadia Ramani de la CAPH, donc de la communauté d'agglomération des Portes du Hainaut, qui nous refera un petit peu une rétrospective de
comment elle a fait en fait pour embarquer son service politique de la ville pour créer un, une branche inclusion numérique justement dans le contrat de ville et qu'est-ce que ça lui a permis de faire aussi par la suite. Et ensuite, il y aura deux présentations aussi de structure avec Chris Delpierre de Trésorium et Alexandre Bigoverdier de Pop Café qui vous montreront en fait qu'ils peuvent proposer des actions de médiation justement à destination de publics de quartiers prioritaires. Et ensuite, on vous montrera aussi un témoignage maison des assembleurs sur l'accompagnement qu'on peut prodiguer dans le cadre d'un contrat de ville pour justement appuyer une intercommunalité à préfigurer sa coordination et l'animation de son réseau d'acteurs sur un territoire. Et ensuite, bien sûr, alors Pierre-Édouard l'a rappelé, il y aura un temps de questions-réponses pour justement aller peut-être un peu plus loin, être un peu plus précis dans les différents témoignages et répondre à toutes vos questions. Merci François-Xavier. Alors, je vais passer à la présentation de l'IREF. Donc, beaucoup d'entre vous doivent nous connaître, mais ça me permet également de rappeler quelques-unes de nos missions. Donc, l'IREF, on est le centre de ressources politiques de la ville sur les Hauts-de-France. Notre périmètre d'intervention, ce sont les Hauts-de-France. Si vous êtes en dehors de la région Hauts-de-France, sachez on est 20 centres de ressources répartis sur un petit peu toute la France. Donc, n'hésitez pas à aller regarder quel est votre centre de ressources en fonction de votre géographie. On travaille tous un petit peu sur ces questions d'inclusion numérique, donc il y a forcément de la ressource aussi dans les autres régions. Donc, n'hésitez pas à aller également consulter les sites des collègues des autres régions. De notre côté, l'IREV, en tant que centre de ressources politiques de la ville, notre objectif, c'est l'animation du réseau des professionnels de la politique de la ville. Ce qu'on vous propose aujourd'hui fait partie justement de cette animation du réseau des professionnels, c'est-à-dire vous apporter des informations sur la politique de la ville, et également de créer des liens, un réseau autour des professionnels pour qu'on puisse se connaître, échanger nos expériences et nos manières de faire au niveau régional. Une des missions des centres de ressources, c'est également la montée en qualification des acteurs, alors sur des temps un petit peu plus longs que les webinaires, et en allant un peu plus loin que dans la présentation d'expériences ou d'informations, c'est également l'occasion de se qualifier en multi-acteurs sur ce qu'on appelle nos cycles de qualification, où là, on va un petit peu plus loin sur chaque sujet. On a quelques cycles de qualification lancés pour 2024 sur nos sujets d'intervention types qui vont graviter autour de la politique de la ville. Ça va des transitions à la lutte contre les discriminations. Donc là-dessus, n'hésitez pas à aller regarder sur notre site internet tout ce qui peut se faire. Et puis, notre dernière mission, c'est la capitalisation et la diffusion des savoirs. Donc ça se passe via les publications, mais aussi via un centre de documentation qui est basé à Lille, au 135 boulevard Paul Painlevé. Et puis une newsletter, et pareil, je vous encourage à vous y inscrire. Chaque mois, vous pourrez recevoir l'actualité de la politique de la ville, l'actualité complète nationale ou régionale, une fois par mois, et ce qui vous permet d'avoir un petit peu toutes les informations, les circulaires qui sortent, les modifications apportées au niveau de l'État, le positionnement de la région dessus, ou de l'échange de pratiques et d'expériences entre collectivités, notamment intercommunalités ou quartiers. Voilà, donc pour avoir accès à un petit peu tout notre panel d'actions, n'hésitez pas à aller sur iref.fr, irev.fr. Vous aurez toutes les données sur nos informations. Je vous laisse la parole pour les assembleurs. Oui, carrément. Merci Pierre-Édouard. Donc, qui on est brièvement, donc les assembleurs, c'est le hub du numérique inclusif dans les Hauts-de-France. On existe depuis 5 ans. On a été justement à l'initiative d'un appel à projet entre la Banque des Territoires et on a répondu à l'ANCT, on a répondu justement avec la région, le SILAB et POP. Maintenant, comme Alexandre l'a dit en début de présentation, on est une société coopérative d'intérêt collectif à part entière, donc une structure indépendante, et on essaye de travailler justement en partenariat avec des sociétaires qui œuvrent sur l'inclusion et la médiation numérique dans les Hauts-de-France. Sur la diapositive suivante, Alors, je me permets.
Ouais, je vais reprendre parce que j'ai pas fait l'actu de la politique de la ville et je m'en excuse, je suis allé trop vite, je croyais qu'on avait les deux présentations, donc assembleur IREV. Et juste pour vous donner quelques éléments de contexte hein, sur la politique de la ville, désolé François-Xavier, je n'ai pas respecté notre diaporama. Alors, quelques éléments sur la politique de la ville. Vous revenez certainement de congés ou de quelques jours fériés au moins, pendant ces 15 jours, il s'est passé quand même quelques nouveautés, notamment une nouvelle carte des quartiers prioritaires qui est arrivée en fin d'année, le 29 décembre, par décret. Et ce nouveau décret pris le 29 octobre eh ben, signale un petit peu le lancement de la nouvelle politique de la ville et de la nouvelle dynamique autour de la politique de la ville, qui se concrétisera avec la signature des contrats de ville avant le 31 mars 2024, sous un nouveau vocable qu'on appelle engagement quartier 2030. Avec les chefs de projet politique de la ville, voilà, ça fait quelques mois qu'on est en train de préparer les nouveaux contrats de ville, à essayer de voir comment lister les priorités sur chaque territoire et quels sont les acteurs à intégrer à l'ensemble de la démarche. Donc cette fin d'année, on a eu cette nouvelle géographie prioritaire qui passe dans les Hauts-de-France de 199 quartiers à 204 quartiers, quelques villes entrantes, mais quasiment le même chiffre de quartiers. Et puis, on ne change pas les intercommunalités qui sont concernées, donc une quarantaine d'intercos concernés sur les Hauts-de-France. En parallèle de ce décret, une instruction est sortie le 4 janvier. Donc tout récemment, une instruction au préfet qui va permettre également de poser les bases des nouveaux contrats de ville avec une mobilisation des partenaires renouvelés, les partenaires de la politique de la ville, l'État évidemment, les intercommunalités et les communes, mais aussi le conseil régional, le conseil départemental, le cas échéant, et puis de manière optionnelle, une mobilisation des grands partenaires, on va dire, habituels de la politique de la ville, que ce soit la Caisse des dépôts, ça peut être les bailleurs sociaux, les grandes agences de l'État avec l'arrivée de France Travail également. Donc, toute cette mobilisation des partenaires est reprise dans cette instruction qui a été adressée au préfet et que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Deuxième grand enjeu listé dans cette instruction, c'est la participation citoyenne. Tout au long des 6 derniers mois, on a eu une concertation menée sous l'égide de Mohamed Mechmach. Celle-ci continuera et donnera quelques éléments sur justement la manière d'aller vers les habitants et de les intégrer pleinement à la co-construction de la politique de la ville, qui est un objectif de la loi qui peut passer par les conseils citoyens et par d'autres méthodes. Et puis une articulation avec toutes les autres politiques existantes, ce qu'on appelle le droit commun, qui peut passer par le projet de territoire, mais toutes les autres contractualisations suivant les thématiques. Et c'est aussi un des objets pour le numérique de se raccrocher au droit commun ou en tout cas aux feuilles de route et aux dynamiques sur le numérique pour essayer de voir si justement les quartiers prioritaires sont bien pris en compte et s'il y a des spécificités pour ces QPV sur chacun des territoires et puis comment on arrive à lier la démarche du numérique du territoire avec la démarche du contrat de ville. Donc on va dire qu'on est dans une période assez charnière où justement on est en pleine réflexion pour la signature de nouveaux contrats qui dureront jusqu'en 2030 et donc une feuille de route euh, une fenêtre de tir assez restreinte pour une feuille de route qui durera 6 ans. Donc c'est aussi l'objet de ce webinaire de pouvoir vous apporter quelques éclairages sur l'inclusion numérique. Voilà, j'en ai fini avec mon actu de la politique de la ville. J'ai fait très synthétique, sachant que les instructions, les circulaires, les décrets, vous les retrouvez sur notre site internet pour aller plus loin et sur les autres sujets qui sont assez vastes sur ce renouvellement des contrats de ville. Merci Pierre-Edouard. Bah, je me permets justement de recontextualiser un petit peu l'inclusion numérique. Donc, de quoi on parle quand on parle d'inclusion numérique? On peut parler de fracture numérique, d'éloignement numérique. Et ça engendre en général deux grandes causes. Donc, l'enjeu sociétal, l'urgence sociale plutôt, qui se dit que comment est-ce qu'on fait en sorte justement d'aider les plus éloignés, ceux qui sont justement
qui subissent un petit peu la transformation numérique par l'accès aux droits, etc. Donc ça, c'est un gros enjeu, mais il y a aussi quand même l'enjeu qu'on oublie un petit peu aussi, c'est l'enjeu sociétal, c'est comment est-ce qu'on accompagne justement les transformations de la société à travers le numérique. Et donc pour adresser ces deux enjeux, on a justement la médiation numérique. Donc la médiation numérique, c'est ce qui va permettre justement d'accompagner les bénéficiaires, usagers justement en difficulté avec le numérique. Et c'est important de le rappeler, même si vous commencez à le savoir bien sûr, cette situation d'électronisme, elle peut toucher en fait tous les publics. Ça peut être aussi bien des élus que des personnes seniors, que des personnes justement demandeuses d'emploi, que des professionnels de la santé, etc. C'est un sujet qui se veut global. On a tous à un moment ou un autre justement des difficultés avec le numérique. Donc on est tous à un moment donné justement en situation d'électronisme et c'est important de le rappeler. Sur la diapositive, s'il te plaît, suivante. Donc, nous, les assembleurs, c'est partant de ce postulat-là qu'on a choisi un petit peu de se positionner de la sorte, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte, justement, que le bénéficiaire, l'usager en difficulté avec le numérique, soit le mieux accompagné possible. Et donc, c'est un peu notre cœur de mission, c'est vraiment de mobiliser des réseaux, justement, et venir engager collectivement des projets pour un numérique au service de tous dans les Hauts-de-France. Et pour cela, comment on le fait? Nous, en fait, on a identifié, on va dire, 3 grands groupes d'acteurs qui ont un rôle à jouer justement dans l'accompagnement du bénéficiaire quand il est en difficulté avec le numérique. Donc, tout d'abord, vous avez les prescripteurs et aidants. Donc, c'est ceux qui sont au contact justement des usagers sur un territoire, dont la médiation numérique, donc l'accompagnement à la montée en compétences en autonomie du numérique, n'est pas forcément le cœur de métier, mais qui ont un rôle crucial justement puisqu'ils ont cette relation de confiance avec l'usager. Et donc, ils vont identifier une problématique, souvent la régler, parce qu'on ne va pas se mentir, souvent on est un peu au four et au moulin quand on est dans le professionnel, mais ils vont avoir quand même pour mission d'identifier une problématique numérique d'un bénéficiaire, d'un usager, et de l'orienter vers un opérateur et lieu de médiation, justement, qui sera en capacité justement de l'accompagner, de régler son problème et de le faire monter en autonomie et en compétences. Là-dessus aussi, sur le schéma, on a l'intercommunalité, mais on aurait pu parler aussi de collectivité au pluriel. Hein. Ça peut être des communes, ça peut être aussi les départements, ça peut être la région. Ils vont avoir pour rôle justement de mailler un petit peu tout ça et faire réseau entre les différentes parties prenantes pour que le bénéficiaire soit le mieux accompagné possible du mieux possible quand il a une difficulté avec le numérique. Sur la diapositive suivante, s'il te plaît, Alexandre, on s'est permis de vous faire aussi un rappel un petit peu de l'écosystème de la médiation numérique en un clin d'œil. Donc, il y a pléthore d'acteurs, c'est un peu dur de temps en temps de se retrouver. Donc, on vous propose une lecture à travers ce puzzle pour simplifier un petit peu votre compréhension du sujet. Donc, il y a 4 grandes typologies d'acteurs dans la médiation numérique. Il y a ceux qui animent et structurent le réseau à l'échelle nationale. Donc, ça peut être l'État, ça peut être la médiation, la MENDEM, ça peut être aussi la NCT, la Banque des territoires, qui vont créer justement les conditions pour que le bénéficiaire soit accompagné par des financements, des programmes d'action, etc. Il y a ceux qui animent justement et structurent le réseau à l'échelle locale, donc dont les assembleurs font partie, avec les centres sociaux, la région Hauts-de-France ou par exemple Uriops. Et vous avez aussi ceux qui développent des solutions, donc avec Pix, avec Aptic, les bons clics, Aidant Connect, etc., qui permettent justement à des médiateurs numériques d'accompagner du public grâce à différents dispositifs, outils. Et enfin, vous avez ceux qui interviennent auprès des publics, donc les médiateurs numériques, mais aussi les aidants professionnels, avec Emmaüs Connect, les centres sociaux connectés, mon assistant numérique, les conseillers numériques France Service, Hop Café, par exemple, etc. C'est assez marrant quand on regarde justement la photographie régionale, c'est que, avec ce qu'on est en train de vous dire, c'est que logiquement, c'est vraiment le médiateur numérique professionnel qui est en charge d'accompagner le bénéficiaire quand il a une difficulté avec le numérique. Mais on peut voir sur cette diapositive qu'il n'y a que 750 médiateurs numériques professionnels référencés dans les Hauts-de-France pour 75 000 travailleurs sociaux. Donc, ça fait quand même assez peu. Et donc, c'est pour ça que c'est quand même vital que ces deux pans travaillent ensemble, justement, pour une meilleure prise en charge de l'usager en difficulté avec le numérique et de se dire aussi comment est-ce qu'on facilite la tâche des travailleurs sociaux qui, de fait, doivent accompagner en fait des bénéficiaires en situation d'électronisme alors qu'ils ne sont pas forcément formés, alors que ce n'est pas forcément leur métier. Donc, comment est-ce qu'on les incite et qu'on leur donne les clés et qu'on leur donne tous les outils en fait pour pouvoir identifier un bénéficiaire
en situation d'électronisme, donc en difficulté avec le numérique, pour l'orienter justement vers un médiateur numérique professionnel pour qu'il soit pris en charge. Pour vous rappeler justement les missions des assembleurs, même si je vous ai un peu décrit notre raison d'être tout à l'heure. On a 4 missions. La première, c'est vraiment accompagner des stratégies d'inclusion numérique. Donc ça, on le fait en accompagnement, en accompagnant en général les intercommunalités. Enfin, ensuite, on va venir aussi structurer et animer une offre de formation. On peut concevoir et diffuser des contenus pédagogiques ouverts via, par exemple, l'outillerie en commun. Et on a aussi appuyé des dynamiques sectorielles. Donc, il y a des sujets justement qui sont a priori pas forcément liés au numérique, type l'éducation, la santé, le développement économique. Mais comment est-ce qu'on vient justement infuser un petit peu les problématiques d'inclusion numérique pour apporter aussi un niveau de réponse dans ces sujets-là. Et enfin, notre cœur de mission, un petit peu, c'est vraiment créer du lien et mettre en réseau les différents acteurs, justement les différentes parties prenantes qui ont un rôle à jouer justement dans l'inclusion numérique pour accompagner au mieux le bénéficiaire en difficulté avec le numérique dans le France. Là-dessus, maintenant on a vraiment présenté nos 2 structures avec l'IREV et les assembleurs, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, justement, avec la volonté de vous faire un état des lieux un petit peu de l'inclusion numérique lié justement un petit peu au quartier prioritaire politique de la ville. Et pour ça, je vais donner la parole à Tristan Lomège, donc chargé de mission justement chez les assembleurs, en charge de l'Observatoire des données et des impacts chez nous. Donc, Tristan, si tu veux bien prendre la parole, s'il te plaît, allumer ton micro et ta caméra, et on passera les slides de notre côté pour que tu puisses développer ton raisonnement. Ça marche, merci FX. Bonjour à tous, donc je suis Tristan Lemège, chargé de mission Observatoire et Impact aux assembleurs. Donc je suis en charge des questions de cartographie, de données et puis aussi de la mesure d'impact des projets et de l'évaluation. Aujourd'hui, comme FX nous disait, on voulait vous partager quelques informations sur les ressources qui existent en termes d'inclusion numérique et de QPV. Quelles ressources ont essayé de croiser les deux? Donc l'idée, c'est pas d'approfondir spécifiquement ces études aujourd'hui. L'idée, c'est plutôt de vous donner à voir ce qui existe, de faire ressortir quelques grands chiffres et puis de vous donner envie d'aller approfondir ces ressources-là. Donc je vais commencer peut-être dans le vif du sujet sur la slide suivante, les 2 chiffres clés que j'ai pu trouver, donc qui datent un peu, mais je voulais trouver des chiffres qui soient à peu près de la même période pour que ça ait du sens. Donc, selon l'Atlas des QPV, en 2017, il y avait 513 000 personnes de plus de 15 ans qui vivaient en QPV en Hauts-de-France. Et puis, mis en parallèle à ça, il y avait un chiffre qui avait été estimé par l'INSEE en 2019, qui était que 800 000 personnes de plus de 15 ans seraient en situation d'électronisme en Hauts-de-France. Donc, électronisme, c'est-à-dire soit que la personne n'a pas utilisé Internet au cours de l'année, ou alors elle a un usage faible d'Internet et un niveau faible au niveau des compétences numériques. Donc, si j'ai mis ces 2 chiffres en parallèle, l'idée, c'est pas du tout de dire que les personnes en QPV sont en situation d'électronisme, mais plutôt de réfléchir à quels sont les croisements entre ces différents volumes de population. Est-ce que les personnes en situation d'électronisme sont plus souvent habitant dans le QPV, ou est-ce que les personnes en QPV ont plus de risques d'être en situation d'électronisme? Donc, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça et qu'il y a des avantages et des désavantages dans ces situations-là. Et du coup, sur la prochaine slide, je vous présente les grandes ressources que j'ai utilisées. Tout d'abord, il y a l'Observatoire national de la politique de la ville qui, en 2020, a sorti un rapport sur la vulnérabilité et les ressources des quartiers prioritaires, donc qui se base sur une enquête qui s'appelle Capuni, qui a été mise en place en Bretagne. Ensuite, il y a les cahiers du développement social urbain qui ont sorti en 2022 une ressource qui s'appelle De l'autre côté de l'écran, qui est assez intéressante puisqu'il y a une quinzaine, vingtaine d'articles qui parlent de l'inclusion numérique dans les QPV, donc en se basant soit sur des études, soit sur des entretiens qualitatifs, soit sur des actions ou des recherches qui ont été menées directement dans les QPV, avec pour prisme l'inclusion numérique. La troisième ressource, c'est alors, juste sur la slide d'avant, la troisième ressource, c'est une étude qui a été effectuée par Solène Manouvrier et Philippe Archias en 2019 sur la diversité des pratiques
au sein des QPV. Donc, il y a une étude action qui se base sur des entretiens qualitatifs et après qui a débouché sur un livrable. Et ensuite, une ressource que je n'ai pas forcément utilisée, mais qui peut être intéressante à creuser, c'est Data et Quartier. En fait, c'est comment les nouvelles formes de données peuvent servir pour mieux comprendre les quartiers. Et donc ça, c'est les ressources dont je me suis servi. Et puis aussi la question des études au niveau local, puisqu'il y a plusieurs territoires qui ont expérimenté des études spécifiques au sein de leur QPV. Ça peut être des opportunités qui sont intéressantes afin de mieux identifier les freins spécifiques au territoire et puis de pouvoir éventuellement mieux adapter les réponses. Donc les études que j'ai pu trouver, par exemple, c'est au niveau de Lyon, une étude qui a été faite sur les pratiques numériques de recherche d'emploi des habitants des quartiers populaires. Une deuxième étude qui est aussi sur la recherche d'emploi dans les quartiers populaires, qui vient plutôt interroger sur les conséquences de la dématérialisation qui a été faite au niveau de Clermont Métropole via son agence d'urbanisme. Et ensuite, une dernière étude qui est portée sur les pratiques numériques des habitants des quartiers prioritaires sur plusieurs intercos, sur plusieurs quartiers prioritaires de la ville, pardon, deux en Île-de-France et puis deux hors d'Île-de-France. Alors, pour vous donner des chiffres sur la slide suivante, euh, ce qu'on peut noter, ce qui vient du coup de l'Observatoire national des QPV, c'est que parmi les habitants des QPV de France métropolitaine âgés de 18 à 59 ans, on a un taux d'équipement de smartphone de 87%. On note que 75% des habitants de QPV sont équipés d'un ordinateur à la maison et seulement 48% sont équipés d'une tablette. Donc, même si au niveau relatif, pour le smartphone et pour l'ordinateur, on peut se dire que c'est des taux qui sont assez hauts, il faut le remettre en contexte et puis garder aussi à l'esprit que maintenant, il y a certaines démarches qui se font de façon dématérialisée. Donc, au final, 87% et 75% en termes d'équipement, ce n'est pas forcément un niveau suffisant pour que des personnes puissent accéder à leurs droits, par exemple. Pour approfondir sur cette étude, je vous ai mis deux graphiques qui sont intéressants et qui prolongent cette question de l'équipement. Donc en haut à droite, vous avez les raisons invoquées pour ne pas posséder un smartphone selon le lieu de résidence. Donc vous avez le premier graphique, enfin la première colonne qui représente les réponses des habitants des QPV, la deuxième de l'unité urbaine qui est englobante, et puis la troisième, c'est au niveau de la France métropolitaine. Et en fait, on peut se rendre compte qu'il y a certaines caractéristiques qui sont susceptibles d'être surreprésentées en QPV, qui peuvent être à l'origine de freins à l'usage des technologies numériques, notamment en termes financiers, mais également en termes de savoir-faire. Et là, donc, ça se voit bien sur le graphique que quand on parle des raisons invoquées pour ne pas posséder un smartphone, on voit que les habitants des QPV, beaucoup plus souvent, ils vont mettre en avant la raison que l'abonnement est trop cher. Et également, c'est une autre raison qui est beaucoup plus présente parmi les habitants des QPV, c'est qu'il y a un sentiment de non-maîtrise. Et ce sentiment de non-maîtrise, c'est un frein à l'équipement pour ces populations-là. Également, en termes d'équipement, on voit que l'équipement, une fois qu'on a l'équipement, il faut aussi l'utiliser. Et sur le graphique en bas à gauche, vous avez la place accordée au numérique pour faire ses courses et réaliser des opérations bancaires en fonction du lieu de résidence, c'est-à-dire la QPV, l'unité urbaine englobante, et puis la France métropolitaine. Et là encore, on voit qu'il y a des différences de pratique entre la zone de résidence et on voit que les personnes habitant en QPV utilisent moins le numérique pour faire leurs courses ou pour réaliser des opérations bancaires. Donc, on voit que déjà, il y a le fait qu'ils soient moins équipés d'ordinateurs personnels et de smartphones qui fait qu'ils utilisent moins le numérique pour leurs activités quotidiennes. Mais aussi, il y a la deuxième raison, c'est qu'il y a un sentiment parfois de non-maîtrise qui fait qu'on n'utilise pas ces opportunités d'équipement pour réaliser des activités quotidiennes. Sur la slide suivante, je vous ai mis une petite cartographie qui est disponible sur le site des assembleurs. Donc, si je vous ai mis cet outil, c'était pour montrer aussi les limites des outils qui existent et puis qui est intéressant de diversifier les approches quand on cherche à comprendre ce qui se passe en QPV. Donc là, sur cette cartographie, vous avez des aplats de couleurs qui vont correspondre en fait au taux d'électronisme par territoire. En rouge, vous avez des petits points qui représentent les QPV, et puis les petits cercles concentriques violets, c'est les acteurs de l'inclusion numérique que je n'ai pas représenté en entier parce que sinon la carte était illisible. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, au premier regard, les zones les plus touchées par l'électronisme, elles ne semblent pas forcément coïncider avec les concentrations de QPV.
Mais ça s'explique en fait parce que l'électronisme, c'est un indicateur qui est composite, c'est-à-dire que l'âge, le taux de chômage vont être déterminants dans la construction de cet indicateur. Donc, ce qui fait que, par exemple, les zones rurales, avec des populations qui sont vieillissantes et un taux de chômage qui va être plus fort, ils vont être plus fortement représentés que des zones en QPV, en fait, où il y a un effet d'halo de l'unité urbaine englobante. Par exemple, si la zone est une zone très étudiante, bah, la population va rajeunir et mécaniquement, le taux d'électronisme va être moins fort sur ces territoires-là. Donc, ce qui fait qu'on ne va pas forcément bien voir les risques d'électronisme sur les territoires en QPV quand il y a cet effet d'halo de l'unité urbaine qui est englobante. On voit également qu'il y a une concentration des acteurs de l'inclusion numérique et de conseillers numériques aux alentours des QPV. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'on a quand même un maillage territorial qui est assez fort. Donc la concentration, elle n'est pas corrélée directement en fait au QPV, mais c'est plutôt qu'elle correspond à la densité de population de ces zones-là. Ensuite, pour enchaîner sur la deuxième étude, euh, avant de passer un peu aux conclusions, c'est une étude qui est assez intéressante et que je vous invite vraiment à aller voir. C'est l'étude collaborative qui s'appelle Capital numérique, qui a été menée en 2019 auprès de 200 personnes. Alors, j'ai mis un petit verbatim qui a été publié après par l'auteur, c'est que les habitants des quartiers prioritaires ne sont pas des exclus du numérique, parce qu'en fait, c'est une étude qui a été faite pour développer une lecture de la diversité des pratiques numériques au sein des QPV et qui voulait interroger la conception et le déploiement des services digitaux qui sont essentiels. Et en fait, cette étude, ce qu'elle a mis en lumière, c'est qu'il y avait des pratiques numériques existantes au sein des QPV et que les habitants savaient utiliser le numérique et on avait des usages qui étaient adaptés à leurs besoins et aussi que les aidants, bah, bien souvent, étaient informels. Et donc ça souligne en fait un besoin d'accompagner différemment les habitants des QPV et puis de parfois revoir la conception des dispositifs d'inclusion numérique dans les QPV. À droite, je vous ai mis les grands faits qui ressortent de cette étude au niveau des usages. Donc, de façon décroissante, vous avez la communication qui est l'usage le plus intéressant, le plus important, pardon. Le se déplacer, donc la mobilité, l'apprentissage et le divertissement. Donc, on voit que au final, au niveau des usages, les pratiques numériques dans les QPV sont aussi développées que dans l'unité urbaine qui va englober. Et puis pour détailler un petit peu, les pratiques de communication, on voit que il y a des pratiques qui diffèrent, donc que ce soit via les réseaux sociaux ou les applications de messagerie. Et là, ça souligne des faits assez intéressants, notamment l'utilisation plus massive de l'application WhatsApp pour la communication, puisque dans les QPV, on va avoir parfois des populations qui sont à risque sur des difficultés à l'écriture ou à la compréhension de l'écriture ou de la lecture, donc des situations qui peuvent se rapprocher soit de l'illettrisme, soit de l'allophonie. Donc, c'est des usages qui sont différents. Au niveau de la mobilité, les outils les plus utilisés, ça va être Google Maps, la RATP, SNCF et Citymapper. Donc, c'est une étude qui avait été faite en Île-de-France. Et puis également, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle d'inclusion numérique, il y a souvent cette question d'accès au droit. Et ben on voit que grâce à cette étude, que les populations en QPV utilisent les applications de Pôle emploi, de la CAF et de la sécurité sociale régulièrement, notamment pour les démarches les plus simples, comme par exemple l'actualisation sur Pôle emploi. Elle met aussi en lumière le fait qu'il y a une difficulté croissante en fonction de la complexité de la démarche et que très rapidement, les personnes interrogées préfèrent s'orienter vers des guichets en lieu physique pour être accompagnées sur l'accès au droit. Et puis pour conclure un peu sur l'enseignement de ces ressources, on voit que la notion de fracture numérique qu'on entend souvent, elle est plutôt floue au final, puisque il y a des utilisations diversifiées du numérique dans les QPV qui sont adaptées à leurs contraintes. Et qu'au final, ces fractures numériques, elles vont être les reproductions des fractures sociales. En fait, c'est des inégalités qui vont se poursuivre. Et du coup, aux inégalités sociales, aux inégalités financières, vont se rajouter des inégalités numériques qui vont parfois empêcher les populations de profiter des opportunités du numérique. Je pense notamment à l'accès à l'emploi, comme quoi le numérique pourrait être un levier pour accéder à un emploi. Et là, par exemple, il y a une étude qui est sortie récemment qui a montré que presque 25% des livreurs Uber Eats, Deliveroo étaient des personnes qui habitaient en QPV. Donc il y a tout un enjeu majeur à ce que les populations des QPV puissent se saisir de ces opportunités numériques qui permettent l'accès à l'emploi. Et dernièrement, sur cette notion de fracture numérique floue, on voit qu'il y a des maîtrises d'usage qui sont
un peu inégale, puisqu'on voit que les maîtrises des réseaux sociaux sont des choses qui sont bien acquises par les populations des QPV. Mais par contre, il y a d'autres usages qui sont beaucoup moins acquis et qui pourtant sont porteurs d'opportunités, notamment la création de CV ou le fait de pouvoir postuler une offre sur Internet. Et sur la droite, du coup, c'est les dernières petites recommandations qu'on peut vous faire et qui sont intéressantes, c'est que les habitants des QPV ont plus tendance en fait à aller chercher des réponses face à leurs difficultés numériques, dans la proximité de leur cercle social ou amical, et ensuite seulement vers les structures locales comme les centres sociaux, les webcafés, les bibliothèques et les associations, et que la notion de confiance, au final, c'est un élément clé pour pouvoir comprendre comment les dispositifs qu'on va mettre en place, donc d'accompagnement, de formation, eh ben, ça permet de toucher des populations qui sont parfois devenues invisibles parce qu'elles sont hors radar des structures locales qui interviennent sur l'inclusion et puis le social de manière générale. Et donc, c'est important de comprendre les motifs d'engagement du coup des populations, de comprendre pourquoi elles veulent améliorer leurs compétences numériques ou leur appréhension des outils numériques. Et ça va être essentiel avant d'orienter les personnes vers des bons accompagnements et des bonnes formations. Donc voilà pour la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit dans le chat, soit après pendant le temps de questions-réponses, je serai disponible pour répondre à vos questions. Bah super, je te remercie Tristan pour la richesse de ton témoignage et de cette petite étude. Et c'est intéressant de voir quand même que c'est un vrai sujet justement dans les quartiers prioritaires politiques de la ville et qui justement a la lourde tâche de décliner tout ça justement sur les différents territoires. Bah, c'est un petit peu les intercommunalités. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on a invité Nadia Ramani qui est justement responsable de la stratégie numérique de la communauté d'agglo de la Porte du Hainaut, à témoigner. Et Nadia, donc si tu veux bien allumer ta caméra et ton micro, s'il te plaît, et on t'invite justement à un petit peu recontextualiser le territoire. Ça fait 5 ans maintenant que vous travaillez sur la stratégie d'inclusion numérique. Et qu'est-ce que tu as apporté justement de travailler avec le service politique de la ville et notamment le contrat de ville pour venir booster un petit peu les initiatives d'inclusion et de médiation numérique sur ton territoire? Donc on te laisse la parole, Nadia, si tu veux bien. Bonjour tout le monde et bonne année à tous. Donc oui, on fait depuis un peu plus de 5 ans aujourd'hui. Je travaille vraiment main dans la main avec la politique de la ville. Alors ça a débuté aussi alors avant 2020, entre 2014 et 2020, lorsqu'on a eu l'opportunité quand même financière. Mais alors la diapo sur le contexte, je vais peut-être commencer par ça. Très rapidement, on est 47 communes, 14 communes en quartier prioritaire, donc 4 en territoire de veille. Ça, c'était le découpage avant le 29 décembre. En gros, on est à peu près à 62% de notre population qui réside en géographie prioritaire. Donc, c'est quand même assez énorme. Sachant que dans le nouveau contrat de ville, pour information, on souhaitait ajouter encore 8 communes complémentaires. Disons que au niveau de l'État, ça n'a pas été retenu. On nous a aussi indiqué que sur ces 8 communes, c'est de plutôt les réorienter vers du droit commun. Voilà. Donc, je ne sais plus s'il y a une slide suivante. Donc, comment j'ai pu aussi travailler, comme je vous disais, main dans la main avec les collègues. Tout simplement, c'est qu'avant 2020, on avait quand même 5 thématiques qui étaient prioritaires, mais le sujet de l'inclusion numérique n'y était pas, bien que on y travaillait déjà. Dans nos projets, quand vous voyez les chiffres qui sont quand même alarmants, on avait quand même mis des critères en fait sur certains projets, par exemple sur la formation métier du numérique. Voilà, on avait priorisé que ce soit des femmes qui habitent en quartier politique de la ville qui puissent intégrer ces formations. C'était des priorisations. Puis 2020, donc il y a eu la révision du contrat de ville et donc au vu des constats qui avaient été faits, d'avoir que la précarité numérique était vraiment réelle dans ces quartiers politiques de la ville, qu'on avait vraiment un nombre important d'habitants qui étaient en difficulté face au numérique, plutôt face aux démarches administratives, et qui étaient peu équipés, et voire parfois sans accès à Internet. Donc, ces constats ont été faits. Donc, la révision faite, on a revu et on a intégré donc un axe complémentaire qui était sur l'inclusion numérique.
Et pour ce faire, on a eu aussi de l'ingénierie, donc une chef de projet qui était dédiée sur cette thématique inclusion numérique. Alors, sur aussi l'organisation en interne, je faisais partie aussi de ce pôle, donc peut-être plus facile pour travailler ensemble. Mais en tout cas, ça nous a permis de travailler donc main dans la main. Donc, on avait vraiment une démarche pour favoriser donc l'inclusion numérique et qui s'est aussi articulée sur cette collaboration étroite en fait. Donc, on se voyait régulièrement, on avait des temps et aussi dans nos projets, on essayait à chaque fois, tout projet, de voir comment on pouvait y mettre ces critères en fait pour en fait, qu'on prenne en compte ces 62% sur les projets à développer. Ensuite, où j'en suis? Je perds mes mots, désolée. Merci. En tout cas, le contrat de ville a vraiment été un catalyseur pour notre politique d'inclusion numérique, sachant qu'on a également, dans le cadre des appels à projets, comme je vous disais auparavant, on travaille main dans la main, ce qui fait que quand les porteurs de projets répondent, parce que j'avais, mais j'ai toujours ce regard sur ce qui est déposé et on le travaille ensemble. En fait, aujourd'hui, j'ai des porteurs de projets qui contactent ma collègue, mais on fait ces rendez-vous, par exemple, ensemble, en fait. On voit ce qui ressort du droit commun et ce qui ressort de la politique de la ville. Voilà. En exemple aussi concret que je peux vous lister, on a eu par exemple on a financé par exemple les centres sociaux connectés via l'adhésion à l'association des centres socioculturels de la région du Valenciennois. Ça nous a permis de mettre en place des actions. Par exemple, tout ce qui était PC solidaire, si je reviens sur la période du Covid, ce qui était intéressant, c'est que mes collègues étaient plus sur des collègues de terrain et donc ont identifié par exemple des familles. Nous, CAPH, avons fait un don de matériel à la CSRV qui a pu, par le biais d'ateliers, remettre en état ces ordinateurs. Et on a eu une redistribution de ces équipements aux familles qui en avaient le plus besoin dans ces quartiers politiques de la ville. On a également eu, par exemple, via les assembleurs, un cycle de rencontres pour structurer notre réseau, qui était vraiment aussi important. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une mauvaise connaissance, en tout cas, on ne connaît pas tous les acteurs de notre territoire qui pourraient être aussi, jouer un rôle de passerelle auprès de ces publics. Donc, voilà comment un peu on s'opère au niveau de la CAPH, au niveau de l'inclusion numérique. Mais à savoir que c'est vraiment un travail c'est vraiment de la collaboration, que ce soit dans le montage financier, dans les projets, dans les critères, dans les indicateurs de réussite. Voilà, on travaille vraiment ensemble. Voilà ce que je peux dire sur notre dispositif. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Avant de passer justement à d'autres témoignages, Nadia, j'avais une question complémentaire. Est-ce que ça a été difficile justement pour toi d'identifier des opérateurs de médiation pour pouvoir œuvrer justement à l'intérieur du contrat de ville et proposer des actions de médiation numérique à destination des Tu usagers? souhaites des exemples, si c'est ça? oui, est-ce que Oui, pas par des exemple, exemples, je te demande si ça a été difficile d'identifier. j'entends pas. Est-ce que tu m'entends? Ouais, là, je t'entends mieux. Oui, je demandais est-ce que ça avait été difficile justement d'identifier des porteurs de projets justement sur de la médiation numérique et si oui, est-ce que tu avais justement préparé une note de cadrage en amont dans le contrat de ville pour inciter des acteurs de la médiation numérique justement à se positionner? Oui, oui, on rencontre de grandes difficultés en fait. On voit bien qu'on a des problèmes sur le territoire d'accompagnement, mais on a du mal à faire remonter ou en tout cas avoir connaissance des porteurs de projets potentiels. Et c'est vrai que oui, on a
La note de cadrage, elle a été élaborée on l'a coécrite en fait avec ma collègue de la politique de la ville pour essayer d'identifier ces porteurs de projets. Ok, je te remercie, Nadia. C'est De clair rien. pour moi. Et donc, maintenant qu'on a eu un exemple justement de l'Interco qui donne un cadre à travers le contrat de ville pour faire en sorte justement que des porteurs de projets se positionnent pour accompagner des bénéficiaires en situation d'électronisme, on va voir l'exemple justement des porteurs de projets qui peuvent apporter une réponse à l'échelle d'un territoire. C'est le cas notamment justement de Trésorium. Donc, je vois que Chris, tu as déjà activé ta caméra et je te remercie. Chris n'est pas seul aujourd'hui, il est accompagné aussi de Marie. Vasilevski, ingénieur pédagogique, dont je vous laisse la main. Je vous laisse vous présenter Trésorium, donc de répondre à qui êtes-vous, quelle est votre méthode d'intervention et donner quelques exemples justement d'intervention d'activités qui pourraient rentrer potentiellement dans un futur contrat de ville d'une autre interco. Je vous laisse la main. Merci François-Xavier pour l'invitation, hein. Donc je vais mener la discussion, mais Marie en tout cas est parmi nous aussi et pourra répondre à vos questions directement dans le chat. Donc c'est vous qui passez les slides, hein, je pense. Si vous passez, en tout cas d'abord je voulais vous souhaiter forcément une bonne année 2024, voilà, plein de réussites. Nous, en tout cas, l'angle qu'on a choisi par rapport à l'inclusion numérique, c'est vraiment l'angle lié à la créativité. Donc, comment on peut créer à partir du numérique. Et donc, nous sommes une entreprise sociale qui, depuis maintenant 6 ans, voire 7 ans maintenant, développons des activités créatives et numériques. Donc, on est sociétaire des assembleurs. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de révéler la créativité, l'ingéniosité. On est spécialisé initialement pour les enfants et les ados de 6 à 14 ans, mais voilà, ça marche avec les grands enfants que nous sommes tous. Et donc, nous sommes amenés à mener énormément d'ateliers, d'événementiels autour justement de cette médiation numérique, finalement, à tout âge. Voilà, si tu passes, François-Xavier, la slide. Donc, on est une équipe pluridisciplinaire, hein, ça aussi, c'est une particularité. On est tous des individus avec des talents particuliers, que ce soit lié à la robotique, à l'électronique, à la programmation, à finalement les domaines de la créativité, de la pédagogie. Donc, finalement, on est une équipe là, de 5 makers, comme on les appelle, hein, donc des personnes qui font, qui incarnent finalement aussi ce monde numérique en création pour pouvoir justement accompagner les publics dans la réalisation de leurs projets. Voilà, donc nos ingrédients, nos outils, hein, on utilise certains outils numériques. On est aussi des fois sur de la fabrication plus artisanale, parce que l'idée, c'est vraiment de fabriquer ces idées. Mais on utilise des médias, que ce soit la 3D, l'impression 3D, les logiciels de modélisation, des logiciels de programmation, hein, de code, d'électronique, de robotique, et puis aussi tout ce qui est lié à l'univers de l'audiovisuel, notamment le stop motion, mais de la retouche photo également. Et l'idée, voilà, c'est d'accompagner ces publics dans ces différents univers pour dire, bah oui, c'est peut-être pas des univers qu'on connaît initialement, mais tout à chacun peut être acteur et développer sa créativité à partir de ces dimensions et de ces outils. Donc notre pédagogie, et ça c'est peut-être le lien qu'on va pouvoir faire avec la politique de la ville, c'est vraiment l'apprendre en faisant. C'est vraiment une pédagogie active, hein, qui permet à des publics qui ne sont pas forcément scolaires d'être vraiment dans le concret et la pratique plutôt que dans la théorie. Et ça, je dirais que c'est une grande caractéristique, hein, de cette pédagogie, vraiment par le faire, où ça va être vraiment concret. Et ça va vraiment parler à tout à chacun pour démystifier aussi le numérique, parce qu'on va rendre acteurs et créateurs les publics. Et donc, l'idée, c'est de ne pas être consommateur passif, parce qu'on est souvent sur l'usage du numérique, mais là, c'est vraiment de passer à l'étape où je peux moi-même être acteur, voire fabricant, finalement, de ce monde numérique, de ne pas être consommateur uniquement des écrans. Et puis, c'est aussi une approche d'accessibilité parce que voilà, ces ateliers, on les a adaptés pour les enfants et donc c'est accessible finalement à tout à chacun. Pas besoin d'avoir fait des grandes études ou d'être ingénieur voilà, pour pouvoir commencer à créer, à s'exprimer finalement avec le numérique. Et souvent, voilà, ça crée de la confiance en soi parce que quand on a fabriqué par soi-même son objet, son programme ou son jeu vidéo, bah, finalement, il y a une fierté de créer et finalement, on retrouve de la confiance en soi par justement ces expériences d'inclusion numérique.
Alors, c'est vrai que les médias finalement qu'on utilise, hein, que ce soit le numérique, le jeu vidéo, l'intelligence artificielle maintenant, parce que c'est aussi les nouveaux sujets qu'on aborde, hein, bah, c'est finalement des prétextes qui permettent d'aborder d'autres dimensions, que ce soit, bah, comme je l'ai évoqué, la confiance en soi, mais ça peut être aussi l'ouverture à l'art et à la culture, hein. Par exemple, on fait du Minecraft avec les jeunes pour refabriquer son patrimoine. On travaille le jeu vidéo et la parentalité aussi, hein, donc création de jeux vidéo intergénérationnels. On travaille aussi sur l'ouverture au handicap, à l'écologie ou aux sciences avec les fêtes de la science chaque année. Donc, ça se matérialise par différentes formes d'accompagnement, hein. Souvent, voilà, ça passe par de l'animation, d'ateliers, hein, donc il y a beaucoup de thématiques qui peuvent être abordées, hein. Voilà, j'ai évoqué les différents univers, mais voilà, il y a de la programmation de jeux vidéo, de la création de stickers, d'impression 3D, de fabrication d'objets, de stop motion, des mini-films qu'on peut réaliser, avec les jeunes. On travaille aussi sur les métiers de demain, par exemple. En tout cas, c'est vraiment une ouverture sur le futur, l'innovation et vraiment la créativité. Et puis, on a aussi tout ce qui est conférences aussi de sensibilisation, hein, pour donner aussi du contenu, que ce soit maintenant sur l'école de demain, sur l'intelligence artificielle, sur les Fab Labs, sur l'histoire de l'informatique, par exemple, ou bien la question de la vie privée, sur les fake news également, les écrans, le rapport aux écrans. En tout cas, tout ce qui permet finalement aussi d'aborder ce sujet de façon consciente, en tout cas d'élever l'état de conscience par rapport à ces enjeux. Et puis ensuite, sur certaines dimensions, de pouvoir accompagner à mettre en place par de la formation, par du conseil, par des contenus pédagogiques et maintenant par des badges numériques, hein, les fameux open badges que voilà, je co-anime en Hauts-de-France avec Badgeons les Hauts-de-France pour pouvoir justement développer ces dimensions avec également aussi un aspect de hackathon ou d'événementiel qui peut aussi, qui marche en tout cas aussi dans ces contextes. Et puis voilà, on voulait enfin vous donner, vous illustrer hein, finalement quelques exemples hein, de ces actions qu'on peut mener, notamment dans le cadre de la politique de la ville. Notamment, par exemple, en bas à gauche, vous avez... Si tu veux, Chris, je ouais, peux peut-être prendre vas-y. le Ah, relais vas-y, pour Marie. le témoignage. Vas-y, Marie. Ok, super. Bonjour à tous, bonne année également. Je me permets de prendre le relais parce qu'il y a une partie de ces ateliers donc, que j'ai animés. Vous avez des photos à l'écran. Quelques exemples de choses qu'on peut réaliser dans les QPV et qui peuvent être un facteur d'augmentation, en tout cas de l'inclusion et notamment de la compréhension du numérique. Donc un des exemples à droite, c'est au fil de l'épeule. Donc c'est une petite association à Roubaix où on fait des ateliers parents-enfants dont le but est vraiment de créer des jeux vidéo entre les parents et les enfants. Et donc, comme le disait Chris, on a vraiment un sentiment d'émancipation, d'apprendre à faire des choses. Et en fait, euh, le but n'est pas vraiment de créer des jeux vidéo, même si c'est intéressant pour les jeunes et c'est une façon de les attirer. Mais le but, c'est vraiment en fait de développer leurs compétences et d'aller vers eux à travers le numérique. Et ainsi, on a vraiment une montée en compétences à la fois pour les enfants et à la fois pour les parents. En bas à gauche, vous avez également un projet qui a été réalisé au Centre social des Trois Quartiers à Tourcoing, également en QPV. Et donc là, il s'agissait de 10 séances pour apprendre à faire des petits jeux électroniques. Donc on n'était pas sur de la programmation, mais sur de l'électronique. Et pareil, c'était un projet parents-enfants. Ils ont dû imaginer leur jeu, le créer de toutes pièces en utilisant, vous le voyez, il y a du carton, de l'aluminium et puis un petit peu de programmation. Et donc, au bout des 10 séances, on a fait une exposition où les enfants et les parents ont pu inviter leurs amis, etc., pour vraiment partager ce qu'ils avaient appris. Et on est également sur un projet de parentalité en QPV qui fonctionne assez bien puisqu'on a du public qui est intéressé et qui voudrait que ça continue. Donc, c'est des choses qui fonctionnent assez bien. Au milieu, vous avez également l'exemple de la CAPH. Nadia a pu témoigner tout à l'heure, mais il faut savoir qu'on les a accompagnés de 2018 à 2021 pour des ateliers numériques. Donc là, on est intervenu dans une douzaine, on va dire, de communes, à la fois pour des ateliers pour enfants et pour des ateliers pour adultes, et également pour des ateliers intergénérationnels. On était sur l'objectif de développer la créativité des participants et également de développer leurs compétences. Donc la photo duo, c'était avec des seniors. On a fait de la retouche photo, pour vous donner un autre exemple. Le but était pas forcément qu'ils apprennent à retoucher des photos, mais qu'ils comprennent, par exemple, quand je mets un fichier en ligne,
parfois on me dit il est trop lourd, pourquoi ça marche pas? Donc il y a à la fois de la créativité, mais à la fois du très concret, très pratique, et ils pouvaient poser leurs questions. En fait, encore une fois, l'atelier est un prétexte pour ramener les gens vers le numérique et leur expliquer en fait comment ça marche derrière. Par exemple, comment ça marche un jeu vidéo derrière, comment ça marche l'électronique, et à la fois pour les jeunes et à la fois pour les adultes. Voilà. Merci beaucoup, Marie et Chris. On enchaîne justement avec un autre témoignage d'une autre structure avec Pop Café. Donc, Alexandre Bigotardi est avec nous aussi aujourd'hui. Je vois qu'il a allumé sa caméra. Je lui laisse allumer aussi son micro. Et je te laisse la main, Alex, pour présenter ta structure, les initiatives aussi que vous faites et que vous pourriez faire à l'intérieur d'un futur contrat de vie. Merci beaucoup François-Xavier. Bonjour à tous. Donc Alexandre Bégoverdier, effectivement directeur de Pop Café. Si tu peux passer, je vais vous présenter un petit peu la structure Pop Café. Pop Café, c'est aussi une entreprise d'économie sociale qui s'est donné la mission de mettre le numérique au service des transitions et de la capacité d'agir des habitants. La particularité, c'est que on a une entrée par les lieux. Pourquoi? Parce qu'on vient à la fois des milieux, des tiers-lieux et des milieux de la médiation numérique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'un des grands enjeux de la médiation numérique, donc les acteurs qui vont faire des ateliers avec les personnes qui vont aider les personnes à monter en compétence sur les sujets du numérique, bah, c'est de les toucher. C'est beaucoup le sourcing. Donc on s'est demandé comment est-ce qu'on était capable d'aller dans les lieux dans lesquels il y a des gens, qui ne sont pas forcément des lieux de médiation numérique, qui sont des lieux de convivialité dans lesquels les gens sont bien, et d'avoir des dispositifs qui peuvent se déplacer auprès des gens. Donc, on est parti de ces trois principes-là, que la médiation numérique avait besoin des lieux dans lesquels il y avait des usagers, du fait que on est à un moment charnière dans lequel on a besoin de la diffusion d'une culture numérique pour que les citoyens soient véritablement acteurs, s'émancipent un petit peu de leur situation, que le numérique soit un vrai outil pour eux. Il faut leur amener des compétences et aussi une culture des enjeux numériques, et que bah, on a tout le développement là en ce moment de lieux super intéressants de sociabilité pour mettre le numérique dedans, mais qu'on avait besoin de repenser un petit peu nos dispositifs pour les rendre compatibles avec différents lieux. Donc c'est ça qu'on fait. Et si tu peux passer à la slide suivante, Pop Café, on a d'abord créé des lieux nous-mêmes à notre image qu'on voulait faire, et on s'est efforcé de sortir ce qu'on faisait de nos lieux. Donc on a les lieux Pop Café qui sont des commerces locaux un peu répartis dans la région. On a historiquement un Pop Café à Oisem, on travaille dans le Bas-Serminier, on anime un tiers-lieu numérique à Péronne dans la Somme également, et on ouvre un lieu qui ouvre le 20 janvier là, à Creil, en coopération avec la Ligue de l'enseignement de l'Oise. Et puis, on se met en capacité de sortir nos dispositifs de nos lieux. Il y a trois choses qui se passent dans les interventions Pop Café. La première intention de Pop Café, c'est de répondre aux bobos numériques du quotidien. C'est-à-dire qu'on complète l'offre de médiation numérique d'un territoire avec des choses sur lesquelles les habitants n'ont pas forcément de réponse. Et c'est la première approche qu'on va avoir dans un café, Pop Café, la personne qui est derrière le bar qui sert le café, elle va répondre aux bobos, ce qu'on appelle les bobos numériques du quotidien. C'est j'ai perdu mon mot de passe, j'arrive pas à brancher mon Bluetooth, etc. Des petites choses, des petites accroches, des petites promesses rapides et qui va nous permettre de nouer le dialogue avec les personnes, de leur faire comprendre que tout le monde a besoin de mieux comprendre ces sujets-là pour être autonome au quotidien. Et donc, derrière, de les inscrire dans un parcours dans lequel on va pouvoir les amener dans des ateliers, faire des choses avec leurs ados, faire des cafés parents, etc. La deuxième chose, c'est qu'on fait en sorte d'avoir dans nos lieux et de façon nomade des lieux ressources, c'est-à-dire des lieux qui sont identifiés comme des lieux dans lesquels on peut poser des questions pour des connaissances, mais aussi pour des services. On va faire de la fabrication, on va faire de l'appui à la communication, que ce soit pour appuyer à monter un petit site web ou que ce soit pour faire de la signalétique avec des petits objets, etc. Donc, lieu ressource, à la fois pour des compétences et aussi pour accéder à des services si on n'a pas envie de faire soi-même. Au moins, on sait qu'il y a une compétence sur son territoire qui peut filer un coup de main. Et puis, on s'efforce de faire en sorte que le numérique et les compétences numériques développées par les gens, donc que nous-mêmes et les habitants et les citoyens qui vont participer aux activités, mettent ces compétences numériques au service du territoire, et particulièrement au service de la transition écologique du territoire ou de l'accompagnement social des habitants, en augmentant la solidarité, en créant des infrastructures de coopération, en mettant dans la vie des gens en place des gestes de solidarité et de coopération qui peuvent être outillés par des infrastructures numériques.
c'est pas toujours une nécessité, mais parfois ça apporte un appui. Et nous, on promeut un certain nombre d'outils qui sont gratuits, souvent libres et open source, qui peuvent participer à la vie des gens. On a trois façons de travailler. Le premier, c'est nos lieux, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on a des lieux dans lesquels on intervient, qui sont des lieux de convivialité, café et ou restaurant, et qui sont des lieux numériques ressources tout le reste du temps. On est capable de sortir de nos lieux pour nous-mêmes faire des animations. C'est comme ça qu'on complète un petit peu notre modèle économique. Donc, on monte des pop cafés éphémères parfois. On fait des pop cafés itinérants qui peuvent venir compléter sur un événement numérique ou sur un événement sur une thématique autre, sur la santé, sur le sport, sur le jeu vidéo. On vient amener une activité qui fait un lien entre le numérique et le sujet de préoccupation. Ou même, on fournit de l'ingénierie. On a un certain nombre de dispositifs qui fonctionnent bien. Et la plupart du temps, nos dispositifs, on les met en open source. On a une dynamique, on est dans une dynamique de documentation de ce qu'on fait. Et donc, ce qu'on propose, c'est de faire monter en compétences des partenaires de la médiation numérique sur des dispositifs qu'on a créés. Et c'est ce que je vais vous expliquer juste après, en vous donnant quelques exemples. Donc, quelques dispositifs innovants pour illustrer ça. Il y en a plein d'autres. On a tout un catalogue avec une quarantaine d'interventions et de dispositifs que je peux vous envoyer si vous m'envoyez un petit mail ensuite sur alex@pop.café. Mais là, je vous en mets trois en avant pour vous illustrer un petit peu le propos. Le premier, c'est un escape game qui s'appelle Où est Camille et qui est sur le cyberharcèlement. L'enjeu là, c'est de sensibiliser les enfants au cyberharcèlement. Et donc, on fait un jeu dans lequel Camille a disparu. C'est très physique, pour le coup, il y a très peu de numérique. Il faut une table, il faut rechercher le numéro de téléphone de Camille, en fait. Camille, elle a disparu et on va l'appeler pour se rendre compte qu'en fait, elle a juste changé de numéro de téléphone parce qu'elle ne pouvait plus de se faire harceler parce que son numéro de téléphone avait fuité sur les réseaux. Et ça, en fait, c'est un jeu qui est extrêmement ludique, qui est très peu numérique, mais qui permet d'ouvrir la discussion sur un enjeu social autour du numérique, qui est le cyberharcèlement. Donc c'est un jeu qu'on a fait avec Chute Explore à la base, qui est un magazine à destination des ados sur la culture numérique. Donc on l'a fait pour l'inauguration, le lancement de Chute Explore, et on est en train de le déployer dans le bassin minier avec l'association Les Amis de Mandela. Donc une nouvelle fois, c'est pas nous, Pop Café, qui déployons le jeu, mais c'est l'association locale Les Amis de Mandela qui le fait. Et nous, en fait, on intervient en ingénierie et en formation des bénévoles et des participants aux Amis de Mandela pour qu'ils soient ensuite capables de tourner dans les écoles du coin. Donc là, on transmet le dispositif. Donc un premier jeu qui s'appelle Où est Camille. Sur le sujet de la fabrication, donc, on a aussi à cœur de trouver des cas d'usage sur la fabrication numérique, puisque le monde des Fab Labs, c'est super ludique, c'est super intéressant, mais parfois on peine à passer le cap du prototype ou du petit bidule en plastique auquel on ne va pas trouver forcément d'utilité. Donc on travaille avec les habitants sur comment est-ce que la production de proximité, le fait d'utiliser les outils à commande numérique pour produire des choses, peut leur donner un peu plus de pouvoir d'agir, mais aussi leur donner un impact sur leur territoire. Et donc, on appuie des partenaires à monter ce qu'on appelle les Upcycle Clubs. Donc, c'est des petits clubs d'upcycling. Donc, l'upcycling, c'est le fait de prendre des matériaux de récupération, mais d'en faire quelque chose d'intéressant, un objet qui est beau, de qualité, ou qui peut être utile. Et donc là, vous avez des exemples sur le côté. Dans le cadre d'ateliers de 2 heures, soit on fait des petits objets déco avec des cartons récupérés sur le marché, ou alors on a toute une gamme d'objets. Là, en l'occurrence, c'est une petite plaque prénom pour des enfants, cadeau que les gens font eux-mêmes. Tout est prêt à être fait extrêmement facilement avec un minimum de matériel. Donc ça, c'est pareil, on peut transmettre ça à des partenaires qui, sur un territoire, seraient minimalement outillés. Et ça, on se base là-dessus, surtout sur notre Pop Café à Oisem, parce qu'on est juste à côté du marché de Oisem. Donc là, on a un gisement de matières premières assez incroyable. Et puis un troisième dispositif qu'on a pu déployer aussi, c'est un dispositif de capteur de pollution. Donc là, on travaille avec ça sur la transition écologique. On vulgarise du coup le sujet des objets connectés et puis on fait un petit peu de fabrication. Donc là, l'idée, c'est de prendre un modèle de capteur de pollution open source et de faire un petit club de personnes qui sont intéressées au sujet, de les aider à construire le capteur. Donc là, c'est un petit club de bidouille classique. Mais par contre, la subtilité, c'est que ces capteurs de pollution, les gens vont les importer chez eux et on va les aider à connecter leurs données sur une cartographie participative. Donc là, il y a plein de choses qui sont super intéressantes parce que on va leur faire comprendre l'importance de coopérer en ligne. Donc là, il y a des liens avec toutes les dynamiques
coopératives, collaboratives, de Wikimedia, etc., d'OpenStreetMap, tout ça. Donc, on cartographie ensemble la pollution pour objectiver quelle est la pollution sur notre territoire. Et puis, une fois que les gens voient que la pollution, elle n'est pas comme ça dans l'air de façon abstraite, mais qu'elle est à leur fenêtre, sur leur balcon, ça leur donne un petit peu plus envie d'agir et de se rendre acteurs de la transition de leur territoire. Et donc là, c'est pareil, on peut appuyer le lancement d'une communauté d'une centaine de contributeurs avec un petit budget qui permet juste d'acheter les capteurs au début et de payer quelques journées d'ingénierie et de formateurs pour pouvoir lancer ça. Donc voilà trois dispositifs qui illustrent notre propos, mais voilà, tout un catalogue de choses qu'on peut faire, un peu plus classique en termes d'atelier également. Bah, super, merci Alexandre pour ta présentation de Pop Café et le diaporama des différentes initiatives que tu peux proposer aussi à l'intérieur d'un contrat de ville. Avant justement de passer à ce que proposent les assembleurs, c'est intéressant de faire un petit récap de mi-parcours. On voit que justement l'Interco justement a ce rôle de mettre en place le contrat de ville, de donner les moyens aux porteurs de projets de se positionner justement pour accompagner des bénéficiaires en difficulté, et qu'il y a justement des structures, opérateurs de médiation qui portent une réponse via des ateliers, des initiatives à des populations, des bénéficiaires en difficulté avec le numérique, ou pour les faire progresser tout simplement sur les enjeux du numérique. Et les assembleurs aussi ajoutent leurs pièces à l'édifice là-dessus, sauf que nous, on a un positionnement qui est un peu différent, c'est qu'on se positionne en soutien de l'intercommunalité, justement pour faire réseau avec les différents acteurs et un peu mailler le territoire à travers l'initiative de médiation numérique. Et pour ça, je laisse la parole à notre Alexandre des assembleurs, qui va vous présenter un petit peu l'accompagnement qu'on peut prodiguer dans le cadre d'un contrat de vie. Eh bien, donc, rebonjour à tous et à toutes. Alors, dans ce cadre-là, moi, je vais vous présenter un petit peu comment, en fait, on pourrait intervenir, comment nous, on a déjà intervenu aussi sur certains territoires via ce qu'on appelle le plugin. Donc, le plugin, ça veut dire programmation locale unifiée et groupée d'inclusion numérique. Donc, dans le nom, on remarque déjà cette volonté de créer du lien, de créer du réseau. Et donc, ce plugin, qu'est-ce qu'il en est? C'est un accompagnement de plusieurs journées, d'ateliers de plusieurs demi-journées même. En général, c'est plutôt 3 demi-journées sur des thématiques différentes liées à l'inclusion numérique. François-Xavier parlait tout à l'heure par exemple, de thématiques bien sectorielles qui ne sont pas, sur lesquelles on ne fait pas encore le lien parfois sur l'inclusion numérique. Et pourtant, on remarque que c'est présent et qu'il existe des acteurs en fait sur les territoires qui peuvent intégrer cet écosystème de l'inclusion numérique et de l'aidance numérique. Donc l'idée de ce plugin, c'est d'une part de renforcer l'identification de ce réseau d'acteurs d'inclusion numérique sur les territoires, et là, pour aujourd'hui précisément pour les quartiers prioritaires, donc politiques de la ville, ou quartiers d'intérêt communautaire, par exemple. Pour rebondir sur ce que Nadia avait dit, donc les quartiers aussi qui ne rentrent pas forcément dans la politique de la ville, mais ont un intérêt communautaire, donc de l'intercommunalité. L'idée, donc, c'est de faire réunir un petit peu tous ces acteurs pour les outiller, pour les faire monter en compétences, pour les sensibiliser aussi, parce que certains et certaines de ces médiateurs et médiatrices, en fait, ne font parfois pas de médiation numérique. Je parlais de ces thématiques, forcément, ça permet de consolider ce maillage territorial et donc de faciliter derrière tout ça, en fait, directement auprès de l'usager, son parcours de médiation numérique, pour savoir aussi, lui ou elle aussi, où je peux aller pour mes problématiques numériques. C'est aussi donc, je parlais encore une fois de plusieurs thématiques en lien avec le contrat de ville, donc on peut travailler avec différents axes qui sont présents dans les contrats de ville, dans vos contrats de ville. On peut parler de la thématique de l'inclusion numérique en santé, de la parentalité numérique au sein des QPV. Ça peut aussi être aussi l'accès à l'emploi, toute la thématique de l'emploi, donc qu'on remarque qui est très prégnante au sein des quartiers politiques de la ville, et qui permettent un peu, encore une fois, de mailler ces territoires en fonction de ces thématiques. Les médiateurs et les médiatrices numériques peuvent intervenir sur ces différentes thématiques, mais il faut aussi que les représentants de ces différentes thématiques, notamment de l'éducation ou alors de l'emploi, puissent être présents pour faire converger en fait ces deux représentants, on va dire, des thématiques. L'un de la médiation numérique et l'autre de la thématique du contrat de ville sur lequel on pourra travailler au travers de ce plugin.
Je parlais de monter en compétences, donc c'est de présenter aussi des outils. Par exemple, comment on peut bien euh, repérer en fait les personnes en situation d'illectronisme. C'est une thématique qu'on peut tout à fait envisager. Je parle aussi de santé, de l'éducation, mais aussi on peut outiller à la coordination de toutes ces initiatives locales qui sont présentes, donc dans le cadre donc de ce fameux parcours usager. Ce plugin, qu'est-ce qu'il permet? Il permet donc de préfigurer une coordination. On parle d'abord de première étape donc d'animation territoriale avant de parler de réellement de coordination. On va dire que la coordination, c'est un peu une manière opérationnelle de parler d'animation. En fait, vous avez d'abord l'animation où où on sensibilise, où on encourage à cette montée en compétence, et la coordination permet vraiment à tous les acteurs de s'activer ensemble sur le terrain pour les usagers et les usagères qui vivent en quartier prioritaire politique de la ville. Je ne sais pas si toi, François-Xavier, tu as quelque chose à ajouter. Pour compléter aussi, c'est en fait vraiment animer justement les différentes parties prenantes d'un territoire qui œuvrent à l'inclusion numérique, donc aussi bien les aidants professionnels que les opérateurs de médiation, que les structures qui sont sur des thématiques en fait qui sont plus ou moins en fait proches du numérique et de l'inclusion numérique, puisqu'on vous l'a rappelé en début de présentation, mais on le redit, le numérique, c'est quelque chose de transversal, donc il vient un petit peu en fait se glisser partout. Donc c'est comment est-ce qu'on le traite collectivement et comment est-ce qu'on fait en fait converger les différentes initiatives et actions pour accompagner les bénéficiaires pour que ce soit justement dans l'intérêt de ce dernier et qu'il soit pris en charge à l'échelle d'un territoire du mieux possible. Et donc là-dessus, avant de passer aux questions, je vais repasser la parole à Pierre-Édouard peut-être, si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus, et sinon on passera aux questions de l'Assemblée. Oui, tout à fait. Et je reviens justement, en fait, on a vu avec la porte du Hainaut, il y a bien un travail qui est fait au préalable pour regarder où est-ce qu'on peut connecter l'inclusion numérique sur les différentes actions du contrat de ville et à partir de là, se mettre en ordre de bataille justement pour améliorer ce qui existe déjà. Ce qu'on a vu avec Pomme Café qui me paraît super intéressant, c'est aussi voilà, cette notion de toucher d'autres cibles, notamment avec cette petite action d'avoir les capteurs de pollution. Alors là, ça m'intéresse parce que sur le sujet des transitions, on est en manque de données dans les quartiers. Et ce type d'action, j'en parlais au début, elle est participative, mais elle permet aussi, on va dire, du pouvoir d'agir ou du développement de pouvoir d'agir, c'est-à-dire mieux comprendre son environnement. Alors là, au sens propre, l'environnement, mieux s'en prémunir en se formant, en s'alertant, en s'informant sur le sujet. Et ça me paraît aussi intéressant que au-delà de l'inclusion numérique, on a cette dynamique de participation citoyenne qui puisse être enclenchée grâce à ces actions-là. Voilà. Et deuxième chose à dire, c'était également ce que la CAPH et Nadia pouvaient dire. Ce qui est intéressant, c'est que les écosystèmes existent, les opérateurs existent, et d'un autre côté, la politique de la ville et les liens de proximité et la confiance qu'on a dans les liens de proximité avec les acteurs de la politique de la ville, ils sont là aussi. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à constituer des alliances. Alors, sur la CAPH, c'est assez intéressant d'avoir ce binôme entre Nadia et la politique de la ville, Mathilde, qui ont permis justement de mobiliser du droit commun quand il y avait besoin, d'aller chercher du contrat de ville ou des financements du contrat de ville pour aller un peu plus loin sur les actions. Et ça me paraît aussi assez intéressant de travailler comme ça. Et puis l'exemple de Trésorium qui est aussi hyper intéressant dans le sens où on va travailler des thématiques et ces thématiques elles vont développer du savoir ou des habitudes de travail pour les habitants, pour les personnes qui sont en demande. En fait, en passant par de la pratique, on arrive assez facilement à toucher les sujets sensibles. Et des fois, c'est juste des petits trucs à débloquer pour mieux comprendre l'outil qu'on utilise et permettre à la personne de s'épanouir dans le monde du numérique, alors qu'on sentait, on a vu avec les stats des assembleurs, hein, qu'il y avait des blocages parfois qui étaient aussi de l'autocensure des personnes à ne pas oser parce qu'elles pensent qu'elles ne vont pas y arriver. Et donc, c'est toute cette levée de frein qui me paraît aussi intéressante. Voilà petite synthèse de ce que j'ai retenu sur ces interventions.
Alexandre, je te laisse, Alexandre, François-Xavier, je vous laisse reprendre peut-être la parole ou on laisse la parole pour des questions. Bon, on va laisser place aux questions, justement, Ouais. sur le chat. Bah, je passe la main. Place aux questions sur le chat, ou alors si vous pouvez, je ne sais pas, sur Zoom déjà on peut lever la main, ou alors par le chat, ou alors par lever la main, et on prendra les questions derrière pour, pour les intervenants, pour peut-être les assembleurs, pour l'IREV aussi. À préciser aussi que la présentation vous sera envoyée, justement. Donc, on vous envoie tout ça. On va intégrer aussi les différents liens. On va mettre aussi les contacts, ce qu'on n'a pas forcément fait des différents intervenants, s'ils sont d'accord, pour les intégrer à la diapositive et que vous puissiez aussi les solliciter directement pour creuser les échanges. Donc, à vos questions, réactions. Alors, on Oui, a vas-y, une Anne. question, ouais. Bien. Allez-y, Anne. Vous pouvez y aller. Anne, il faut que tu actives ton micro. Il est désactivé. Quand je vois pas l'activer, sinon. Ah oui, Oui, effectivement. Donc, je reprends depuis le début. Donc, une bonne année à tout le monde, hein. Et je ne mets pas la caméra parce que sinon, j'ai plus de réseau, hein. C'est les limites aussi du numérique. Juste 30 secondes. Donc, effectivement, Pierre-Édouard, tu as parlé de pouvoir d'agir. Moi, je voulais revenir en fait par rapport à toute cette dynamique en fait qu'on essaye de réaliser et de mettre en place au niveau de la région depuis pas mal d'années maintenant. Et le pouvoir d'agir, en fait, on l'a tous. Et je voulais rebondir par rapport aussi à la cartographie, hein, que Tristan a présentée. La cartographie, en fait, elle appartient à tout le monde. J'entends aussi Nadia qui a eu beaucoup de difficultés à recenser, à repérer qui est où, qui fait quoi, comment, etc. Et ça me fait penser aussi à ce qu'évoquait Alexandre par rapport aux tiers-lieux. Les tiers-lieux, en fait, sont recensés sur la cartographie. Maintenant, l'offre, en fait, elle évolue tellement rapidement que surtout, il ne faut pas hésiter, en fait, à nous solliciter pour que cette approche, en fait, elle évolue. On peut faire apparaître sur la cartographie, bah, justement, ce qu'a montré Tristan, de façon très dynamique, les situations d'études par rapport à l'électronisme et les QPV, comment justement on arrive à mailler ces informations, de voir les ressources et en fait ce que les opérateurs peuvent apporter au niveau des territoires. Donc voilà, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, mais surtout pour 2024, n'hésitez pas à ce que cette cartographie, en fait, elle vous appartienne complètement. Elle peut évoluer, elle peut changer, elle peut, apparaître sous d'autres formats. N'est-ce pas, David? Voilà. David, ville de Roubaix, avec qui justement on travaille justement sur des réponses adaptées par rapport à cette cartographie. Bon, sinon j'aurais encore pas mal de choses aussi à vous partager, hein, sur les données. Les données, qu'est-ce qu'on en fait? Les données, à quoi ça sert? Les données ChatGPT, les données, comment on les fait disparaître. Mais bon, voilà, c'est des programmes 2024. Un autre projet, c'est aussi l'illettrisme. Comment on repère les personnes en situation d'illettrisme? Parce que là, pour le coup, illettrisme, électronisme, c'est aussi la double peine, hein, quand on reçoit un mail, quand on ne sait pas le lire. Donc, effectivement, dans les QPV, il y a cette dynamique familiale, relationnelle, amicale, parce qu'on se connaît depuis longtemps, parce qu'on se fait confiance aussi les uns les autres. C'est un peu pareil aussi en campagne, c'est un peu pareil dans d'autres territoires. C'est justement comment on va aider en fait ses voisins, ses voisines, ses amis, ses parents qui se retrouvent aussi en difficulté parce qu'en fait, bah, l'illettrisme vient percuter l'électronisme. Merci, je te remercie Anne pour ton témoignage. N'hésite pas à mettre les différentes ressources aussi dans le chat pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Je vois qu'il y a d'autres intercommunalités. J'ai vu Faustine Balmel aussi qui était connectée. Je sais que Faustine, la CAC, donc Hénin Carvin, est en pleine rédaction aussi de son contrat de ville et que vous avez rédigé votre contrat de ville et que vous avez aussi peut-être eu pas mal de demandes et de propositions de réponses aussi d'appel à projet sur de la médiation numérique. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots si tu es toujours là? Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non, on ne te voit pas, par contre, si tu peux activer ta caméra, c'est parfait. Ouais, si ça marche.
Ok, super, je te remercie, C'est Faustine. bon. Ok. Merci à toutes et tous. Oui, nous, effectivement, on a entamé ce travail en 2023 avec les assembleurs, mais pas que, aussi avec Emmaüs Connect et d'autres acteurs locaux, déjà pour mesurer sur le territoire, l'état de notre territoire en termes d'accès au numérique, mais pas que, sur les questions d'inclusion numérique, etc. Donc, il y a eu différents temps de travail avec les partenaires locaux, un essai aussi d'avoir des données pour le territoire en termes d'électronisme. Après, on a a priori déjà une problématique d'illettrisme, donc qui vient aussi rajouter des difficultés locales. Et donc là, oui, effectivement, dans le cadre du contrat de ville, on est en train, j'imagine, comme la plupart de ceux qui animent ou celles qui animent des réunions, des contrats de ville autour de l'écran, de rédiger et de solliciter les différents partenaires et futurs signataires. Donc oui, nous, c'était pas du tout intégré dans le précédent contrat de ville. Là, il y aura effectivement et impérativement un sujet sur les questions du numérique parce qu'on se rend compte que plus on est précaire et plus on est fragile socialement, plus on dépend du numérique pour accéder aux services publics, actualisation pour l'emploi, RSA, prime d'activité, j'en passe. Et du coup, l'accès au numérique devient vraiment capital pour les habitants des quartiers prioritaires, notamment, mais pas que. Donc oui, il y aura une thématique comprise dans notre contrat de ville sur le sujet. Euh, sur la jeunesse notamment, mais pas que, ça sera a priori plus large que ça. Mais pour l'instant, je peux pas trop vous en dire plus tant que c'est pas validé par les différents, les différents signataires. Suspense et réponse en février si tout va bien de notre côté. Ok, merci Faustine pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans le chat? Je n'ai pas vu forcément de questions. Non. Il y a David qui nous remercie, c'est sympa. Merci David. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Peut-être Kevin, si tu veux toucher deux mots là-dessus aussi. Je sais qu'il y a un contrat de ville qui est en cours sur le Douaisis-Aglo. Ça t'a peut-être lancé de nouvelles pistes, les témoignages que tu as pu avoir. Si c'est le cas, est-ce que tu pourrais nous en toucher deux mots, s'il te plaît? Donc, si tu es toujours là, je t'invite aussi, pareil que Faustine, à allumer ta caméra et ton micro. Je suis toujours là, vous m'entendez du coup? On t'entend, mais on ne te voit pas, mais je pense qu'il y a un petit problème de connexion. J'ai activé la vidéo pourtant. Bon. Ok, c'est pas grave. Ça sera mieux comme ça. Voilà, bonjour à tous. Oui, donc du coup, moi je suis chef de projet transition numérique à Douaisis-Aglo depuis novembre 2022. J'ai eu la chance aussi du coup de travailler avec les assembleurs et là je voudrais revenir quand même sur ce que vous proposez en termes de plugging qui est assez intéressant. Ça, je vous invite à revoir avec FX et Alexandre pour en discuter. On avait fait 3 thématiques différentes, notamment sur la parentalité numérique, sur aussi une thématique sur les aidants professionnels, les aidants numériques qui ne sont pas forcément médiateurs, mais qui sont soumis aussi à accompagner du public sur certaines démarches numériques, et une dernière qui était sur l'illettrisme et l'électronisme. C'est assez intéressant parce que ça permet quand même de rassembler pas mal de monde autour de cette thématique et après de pouvoir travailler sur des rebonds possibles. Notamment, on parlait d'illettrisme aussi, je vais rebondir là-dessus, l'ANCT qui propose en 2024 des formations dans les QPV, c'est gratuit, donc je pourrais mettre, si vous voulez, les coordonnées sur le chat. Donc, il y a déjà des sessions qui sont organisées avec des inscriptions en ligne, c'est gratuit à destination des professionnels des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc ça, c'est pour de la montée en compétences justement sur le repérage justement des personnes en situation d'illettrisme, sur l'accompagnement que l'on peut proposer ou l'adaptation de l'accompagnement et des orientations possibles pour justement les laisser, voilà, pour pouvoir continuer à les accompagner. C'est des journées de formation qui sont assez intéressantes. Nous, de notre côté, c'est vrai qu'on a la chance aussi, comme Nadia le disait, d'être en étroite collaboration avec le pôle cohésion sociale, notamment via sa cellule numérique de Douaisis-Aglo, qui fait d'ailleurs partie intégrante du pôle de cohésion sociale. Donc, on a aussi un conseiller numérique France Service qui accompagne dans les structures et dans les territoires de Douaisis-Aglo qui en sont dépourvus. Et on avait un éco-numéricien qui accompagne aussi les entreprises, les PME, TPE de moins de 20 salariés plutôt, à la digitalisation et à tous les enjeux justement qui sont inhérents à cette transformation digitale pour les entreprises. Notre contrat de ville, c'est pareil, hein, on commence là, on a lancé justement l'ouverture des appels à projets, notamment par des lettres d'intention déjà, qui nous permet, nous, de savoir quelles sont les intentions de projet sur le territoire, sans forcément beaucoup de détails, mais déjà de voir un peu les porteurs de projets et les ambitions de projets pour après justement une signature, en tout cas des projets vers mars, si je ne dis pas de bêtises.
Voilà. Donc, Ok. on travaille aussi du coup avec le numérique. Alors, l'avantage, c'est que le numérique c'est une transversalité finalement, hein. Donc, on a des axes sur l'employabilité dans les quartiers, on a des axes aussi sur le bien vivre dans les quartiers, des axes sur la jeunesse aussi, notamment dans la réussite éducative et les programmes de réussite éducative et cité éducative. Et en fait, le numérique peut s'inscrire finalement dans ces différents projets. Donc, ça, c'est intéressant. On peut vraiment trouver des projets numériques qui sortent quand même du droit commun, parce que c'est vrai que un poste de conseiller numérique, ça fait partie du droit commun, donc c'est difficile de prétendre à du financement contrat de ville, mais en prenant les thématiques et les enjeux du contrat de ville sur chaque territoire et en y insérant justement du numérique là-dedans, d'ailleurs ça devient même presque des fois obligatoire, c'est des actions et des projets qui peuvent être financés via la politique ville, oui. Merci Kevin pour ton témoignage et les différentes précisions. On a le temps, il nous reste 3 minutes. On a le temps de prendre une dernière question, remarque, s'il y en a une. Je vais laisser 15 secondes de battement. Ok, bah, j'imagine que non. Bah, du côté des assembleurs, nous, on en profite pour remercier les intervenants qui ont joué le jeu, donc avec Nadia de la CAPH, Alexandre de Pop Café, Chris et Marie aussi de Trésorium. Donc, un grand merci pour avoir un peu donné de votre temps, pour être venu aussi enrichir un petit peu les débats, et aussi à Tristan qui a bien travaillé pour la partie diagnostic, inclusion numérique et quartier politique de la ville. Je te relaisse, Pierre-Édouard, peut-être la main pour conclure, pour qu'on puisse se séparer. Et Et de la part des assembleurs, on souhaite une bonne après-midi à tout le monde, en tout cas. Eh bien, merci, merci beaucoup. Ce qui est épatant, c'est quand même qu'on arrive à ne pas prendre trop de retard sur les interventions parce que c'était un programme très chargé. Donc, vous avez vu, on a essayé de faire très synthétique. Il y a le diaporama qui sera distribué par la suite. On essaiera de mettre en replay. Ce qui est important, c'est aussi que vous ayez les contacts des personnes et des structures. N'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit les assembleurs, l'IREV ou les personnes qui y ont pu témoigner. Voilà, parce que ça me paraît très intéressant qu'on réinterroge cette question de l'inclusion numérique dans les contrats de ville, sachant que je suis assez content de voir qu'il y a pas mal de choses qui se font sur les agglos et je vois que les chefs de projet sont encore connectés à ce webinaire en pleine rédaction des contrats de ville et je leur souhaite notamment à Faustine qui a témoigné de bon courage dans la dernière ligne droite de l'écriture des contrats de ville parce qu'on sait que les 3 prochains mois vont être assez intenses. Donc, merci en tout cas à tout le monde d'avoir pu participer à ce webinaire. On tente de mettre le plus vite possible les différents contacts, le replay sur la chaîne YouTube de l'IREV. Et puis derrière, on fera une actu de toute façon sur le site de l'IREV et ce sera relayé sur la newsletter. Alexandre, je te laisse la parole. Bah, j'allais justement poliment te couper, mais je te remercie. J'en profite, et je te remercie hein, pour m'avoir donné à la fin. J'en profite aussi pour parler d'une petite campagne d'adhésion organisée donc, dans le cadre de la Société coopérative des assembleurs, donc, voilà, on lance cette campagne pour nous soutenir et puis derrière pouvoir vous donner aussi accès à certaines informations et à beaucoup d'autres choses. Je pourrais vous envoyer tous ces documents à toute personne présente avec la présentation. Donc, avec deux manières de nous soutenir. D'abord, une adhésion plutôt annuelle voilà, qui vous donnera en plus accès à beaucoup de choses, à beaucoup d'informations sur le numérique, l'inclusion numérique. Et de l'autre côté, la possibilité de devenir sociétaire. Tout ça, donc, vous verrez les détails dans ce document euh, pour donc cette campagne d'adhésion. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. Et encore merci à nos sociétaires, Trésorium, mais aussi Pop Café, qui ont joué le jeu de venir intervenir pour ce webinaire. Eh bien, merci beaucoup. Donc, le message est passé pour la petite page de pub de fin de webinaire. N'hésitez pas à rejoindre du coup la SIC si vous le souhaitez, si vous en avez la possibilité. Merci François-Xavier et Alexandre pour le travail réalisé en amont du webinaire, parce que vous avez fait un travail de grande qualité. Je les remercie parce que la qualité des interventions, c'est surtout de leur côté que ça s'est passé. Ils ont un peu tout fait pendant les derniers jours et les dernières semaines. Donc bravo à vous et merci à l'ensemble des participants. Côté IREV, on se retrouve prochainement. On a plusieurs événements, dont un webinaire sur les mobilités le 23 janvier et un temps fort
J'insiste dessus, notez bien dans l'agenda, le 11 avril, on devra organiser la COP des quartiers à Lille, un gros événement sur les transitions pour essayer de voir les engagements de tous les grands financeurs sur les transitions dans les quartiers prioritaires et de voir comment ensuite on fait atterrir par des actions très concrètes les enjeux de transition dans les QPV. Voilà, ça c'était ma page de pub. Merci à tout le monde et à bientôt.